Président. Ici. Voilà, vous nous entendez comme ça? Oui? Mesdames et messieurs, chers amis, merci de votre présence. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous de m'inviter et de me faire parler, ce qui, dans cette période, est très difficile. Ce qui me frappait quand vous arrivez, d'abord, c'est que vous dégagez une sympathie. On a l'impression que vous vous amusez toujours, c'est vrai? Je ne me suis pas amusé pendant 5 ans, je vous l'assure. Et là, et maintenant? Et là, écoutez, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai été venu en Suisse comme président de la République. Vous avez bien voulu rappeler ce qu'avait été cette visite d'État, qui avait permis de rapprocher beaucoup de points de vue et de passer à une autre étape dans la relation entre la France et la Suisse. Aujourd'hui, je viens comme ancien président, c'est-à-dire sans aucun statut. Un ancien président doit délivrer son expérience, et vous allez là-dessus m'interroger, et comme auteur, et j'ai voulu justement, à travers un livre, pouvoir témoigner de ce que signifie présider la France dans une période qui a été particulièrement tumultueuse, voire même exceptionnelle, compte tenu de ce que nous avons vécu et ce que vous avez également partagé avec nous, les crises, les attentats, les attaques terroristes. Et donc, j'avais forcément des leçons à tirer de cette période. Et mon intention était de les faire partager parce que ce n'est pas simplement des leçons françaises, ce sont des leçons du pouvoir tel qu'il s'exerce maintenant dans toutes les démocraties. Et si je veux être plus grave, je pense que la démocratie que nous avons chérie les uns et les autres et que nous avons pensé être le régime qui serait celui de l'humanité tout entière, de la planète, eh bien la démocratie connaît aujourd'hui des reculs et des attaques dont nous devons tous prendre conscience. Monsieur le Président, on va y revenir. Je vous propose de partir du commencement. On rappelait tout à l'heure que vous étiez député de la Corrèze, ça vous faisait sourire. Vous êtes dans ce petit cercle des chefs d'État. Vous dites, c'est pas un statut, si quand même. Il y en a très peu, des gens qui ont été à la tête des 5 puissances nucléaires. Voilà. Si on se rappelle la campagne, la communication de campagne, à quel moment vous vous êtes dit, ça marche? Le premier moment où ça prend? C'est venu très vite, si vous voulez, mon point de vue là-dessus. Je savais, dès que j'avais été choisi par mon parti, à travers, à l'époque, une primaire, que je serais, selon toute vraisemblance, le prochain président de la République. Mais une campagne est une campagne. Il peut se passer beaucoup d'événements, et il y en a eu, beaucoup de surprises, beaucoup de fautes aussi qui peuvent être commises. Vous y avez toujours cru, pardon. Hein. Vous dites dans votre livre, c'est assez frappant, quand Strauss-Kahn se fait arrêter à New York, pour vous, c'est une péripétie. De toute façon, vous y seriez allé. Oui, c'est ce que j'avais décidé. Ouais. Ensuite, il y aurait eu un débat entre nous deux, peut-être avec d'autres. Je pensais que je serais le prochain candidat. Mais si vous n'avez pas cette conscience que vous allez être le prochain président, vous ne pouvez pas être candidat et forcément être élu. Vous y avez cru tout de suite? En tout cas, je me suis mis dans la situation de pouvoir gagne. Être le prochain président, pour que les citoyens commencent à me regarder différemment. J'avais été à la tête d'un parti pendant plus de 10 ans, et ce n'est pas forcément une fonction facile, parce qu'on est soit dans un registre d'opposants, soit dans un registre de soutien, et ce n'est pas non plus forcément ce qui est valorisé. Et je sortais de cette responsabilité, j'arrivais avec plus de liberté, et je devais absolument faire en sorte que le regard de mes compatriotes change sur moi. Et ça met du temps. Et il faut d'ailleurs se livrer presque à un exercice physique, hein, se mettre dans la situation de celui qui va être président. Pardon du détail trivial, mais vous étiez un athlète, vous aviez minci, par exemple. C'est idiot à dire, mais... Je n'osais pas le dire, pour ne pas laisser penser que j'avais grossi depuis. Donc, non, pas du tout. Mais c'est vrai, et c'était intéressant. Le fait que j'avais effectivement minci avait été jugé par les journalistes, qui sont toujours de fins observateurs, comme le signe d'une volonté terrible, parce qu'ils me savaient gourmand, et donc me voir plus maigre
laissé penser que j'étais devenu vorace sur le plan politique. Est-ce que vous connaissez le test d'Alain Minc? Alain Minc, il facture ce genre de conseils, j'imagine, mais il fait le test du riz de veau. Si la personne en face de lui mange du riz de veau, c'est que c'est un goinfre qui veut pas, qui se laisse un peu aller. Vous aimez le riz de veau? J'aime le riz de veau, mais il a été un moment interdit en France à cause de la vache folle. Donc, bon. Mais Alain Minc ne me donne pas l'impression d'en avoir mangé beaucoup. Pas assez. Pas assez, oui. Monsieur le Président, il y a des gens de droite dans cette salle aussi. Je crois qu'il y a Charles Giscard d'Estaing. Oui, que j'ai salué tout à l'heure. Valéry Giscard d'Estaing disait, lui, il a senti un moment, 1er mai de l'année 74, il y a une jeune femme qui lui offre du muguet et il se dit, voilà, tout à coup, c'est une image, il change un peu, il devient président avant même d'être élu. Est-ce que vous avez senti ça à un moment? D'abord, il y a un film qui a suivi, enfin, qui était sur la campagne de Valéry Giscard d'Estaing par un photographe cinéaste qui s'appelle Depardon. Et j'ai revu ces images il y a encore peu de temps. Et Valéry Giscard d'Estaing en campagne, on sait qu'il va devenir président. Alors même qu'il a en face de lui un adversaire redoutable avec François Mitterrand. Mais il a physiquement déjà pris cette dimension. Et on voit cette scène où, effectivement, une dame va vers lui et il est porté. Après, vous avez vu, puisqu'on parle de Giscard d'Estaing, après, il devient président. Et dès que l'on est président, on retient son caractère. On fige sa nature. On fait attention à son propos. Et donc, pour ce qui me concerne, ça a été vrai aussi. Dans une campagne, on est délié. Dans une présidence, on est lié. Presque ligoté. Ce qui est aussi un problème de rapport avec les citoyens. Il y a un très beau portrait de Pompidou par Jean Cau. Il dit que quand Pompidou est élu, il dit « je deviens autre ». Vous avez vécu un moment comme ça, vous? Oui, moi je ne pense pas que ce soit du jour au lendemain ou à la seconde où on apprend que l'on est président. D'ailleurs, comment apprend-on que l'on est président? Il est 18h30, un dimanche soir, vous avez des sondages qui ne sont pas encore tout à fait fiables, puis à 18h45 des estimations, et à 19h une certitude. Mais vous n'avez finalement que des éléments d'experts de la communication, enfin des sondages. Il n'y a pas une personne qui vous a investi. Alors qu'est-ce que fait le président qui sait qu'il est président sans avoir été déclaré président? Eh bien, il attend le journal de 20h et c'est là que, comme on dit, on se rend compte vraiment. On se rend compte que l'on est président, puisque c'est à la télévision, ça doit être vrai. Merci, merci Monsieur le Président. Je le dis pour... Ça nous touche beaucoup, Monsieur Gilles Marchand et moi, ça nous touche beaucoup. Et puis ensuite, je le dis dans le livre, on reçoit immédiatement des appels des chefs d'État les plus importants de la planète et on est déjà président. Vous avez réussi cette campagne. Là, on se pose toujours la question, la part à l'ancienne et la part neuve. Aller sur les marchés, serrer des mains, c'est toujours utile. Dans une campagne présidentielle, ce ne sont pas le nombre de mains serrées qui vont faire le résultat. Beaucoup va se jouer à la télévision, dans les grands meetings. Mais c'est une image aussi. Être capable d'être en harmonie, en empathie avec des citoyens. Faut-il que ce soit justement authentique? Toute la difficulté est là. Si c'est un exercice factice, ça se voit. Mais moi, j'ai toujours apprécié cette relation et je la redécouvre aujourd'hui, y compris avec ces séances de dédicaces, parce que le face-à-face, le fait que l'on puisse être dans une communication directe, c'est très appréciable. Ce qui a changé complètement, c'est maintenant le rapport des réseaux sociaux et des médias. Donc on ne peut plus se livrer au même exercice qu'il y a quelques années. Vous avez un compte Twitter, vous l'avez vous-même en main? Ou quelqu'un le fait pour vous? Quelqu'un le fait pour moi. Ouais. Vous êtes capable d'entrer sur Twitter? Je suis capable, encore, même si j'ai un âge avancé, de pouvoir tweeter moi-même. Les trucs de campagne, je vous observais tout à l'heure à table, vous avez des trucs que ma princesse vous fait signer, vous dites non, c'est le prénom qui compte. Hein. Comme Chirac qui disait j'ai oublié ton prénom, mais quel est ton nom? Et vice-versa. Hein. Oui. Ça marche? Mais moi, je savais qui était la princesse. Oui, il n'y a rien de plus terrible quand vous avez une relation ancienne avec quelqu'un et vous ne vous souvenez pas de son nom. Comment on fait? On compte sur
sur le voisin que l'on interroge sur la personne qui est en face de vous et qui généralement donne le prénom. Le regard des autres, quand vous devenez président, change tout de suite? Oui. Oui, et c'est légitime. C'est légitime parce que le président va pouvoir décider, va pouvoir prendre même le choix le plus lourd qui soit, c'est-à-dire engager des forces armées ou emmener le pays dans des négociations extrêmement difficiles et avoir des conséquences sur la vie de chacun. Donc il est tout à fait compréhensible que le regard à l'égard du président change. Mais c'est un problème aussi pour le président, parce que être candidat, c'est le statut le plus agréable. Vous êtes aimé, les gens viennent vous voir, ils ont plein d'espoir, et ensuite vous êtes président, vous êtes face à la réalité. C'est une chanson de Claude Nougaro qui m'est longtemps trotté dans la tête, c'est quand le vilain mari tue le prince charmant. Et le président, à un moment, est obligé de laisser le candidat. Non pas le tuer, mais enfin de le laisser de côté. Parce qu'il est le président et qu'il va faire face à des réalités, bien sûr qu'il connaissait comme président, mais qui vont changer. Moi, quand j'ai été élu président, bien sûr, je savais qu'il y avait une menace terroriste. Bien sûr, je savais qu'au Mali, il pouvait y avoir un risque de conflit, mais je ne m'étais pas engagé pour que nos forces armées puissent y être déployées. Ce sont les circonstances qui vont le justifier. Le pouvoir sur les gens, comment vous l'avez vécu? Nommé, renvoyé? Renvoyé, il y a des scènes très dures, hein, des amis, enfin, ou des collaborateurs, Aquilino Morel, etc., quand vous devez lui dire « tu t'en vas ». Quel était le plus... Non, nommer, c'est... De ce point de vue-là, c'est la décision d'un seul, du président, elle est agréable. Agréable à la fois pour celui ou celle qui est nommé et pour celui qui, justement, a cette responsabilité, ce pouvoir. En revanche, oui, se séparer est douloureux. Se séparer d'un Premier ministre qui a été loyal, qui a été courageux, parce que la situation politique l'exige, oui, ce sont des scènes que je d'ailleurs relate dans le livre, qui sont sur le plan de l'amitié, sur le plan de l'émotion, qui sont lourdes. Mais juste un mot sur les nominations. Je faisais cette distinction, puisqu'on parle beaucoup de l'égalité homme-femme. Quand je nomme un homme à une responsabilité, au-delà de la première parole qui est généralement de remercier, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est de dire mais pourquoi je ne suis pas aussi ministre d'une autre compétence? L'ingratitude. C'est de dire je mérite presque mieux que ce que vous me proposez. Et quand je nomme une femme, plus souvent, c'est de dire est-ce que je vais pouvoir exercer cette responsabilité? Ça en dit long sur un certain nombre de préjugés. Et c'est pourquoi je pense que l'acte de nommer est très important. François Mitterrand disait, finalement, ce qu'il reste d'un président de la République, ce sont ses nominations. Giscard aussi, le vrai pouvoir, c'est de nommer. Oui. Hein. Alors après, il y a effectivement les séparations, elles sont nécessaires. Et là aussi, c'est une leçon du pouvoir. Lorsqu'il faut se séparer d'un collaborateur, d'un ministre, voire d'un Premier ministre, il faut le faire vite. La bonne distance, ça me frappe beaucoup dans ce que vous racontez, quand vous dites les journalistes, paradoxalement, c'est le mauvais côté de l'âme humaine en général, hein, ceux qui étaient proches de vous, au lieu d'être flattés que vous deveniez président, au contraire étaient un petit peu jaloux en se disant pourquoi lui? Comment ça se fait que lui soit arrivé? Oui, il y a sûrement dans la nature humaine ce sentiment qui ne vaut pas que pour la politique. On se réjouit parfois des malheurs des autres et rarement de leur bonheur. C'est dommage. Parce que c'est quand même ce qui fait le sens de la vie. Non, ce que je dirais, c'est que quand on est président, on ne sert pas d'abord ses amis. Et donc ça crée une frustration. Constituer un gouvernement, constituer une équipe, souvent c'est le devoir qui nous appelle de rassembler, de réunir et de faire une place, y compris à nos adversaires ou à nos concurrents d'hier. Et ceux qui vous ont soutenu, qui ont été les plus loyaux, qui ont été les plus fidèles, ne sont pas toujours les mieux récompensés, et tant mieux. Parce que la politique ne doit pas être qu'une affaire de famille, de clan ou de proches. Il faut être capable de réunir et d'élargir.
Il y a une marque de fabrique de François Hollande, c'est cette espèce de distance que vous mettez. On racontait tout à l'heure avec la consoeur de la Tribune de Genève, ce moment où vous tenez la main d'un policier. C'est un très beau moment dans votre livre. Il est gravement blessé, vous lui tenez la main, vous lui communiquez votre force, un peu comme Louis XIV qui guérissait les écrouelles. Et voilà, exactement comme maintenant, tout de suite vous souriez de vous-même en vous disant, oui, c'est les médecins qui l'ont guéri. Ça, c'est vous. Oui, parce que je reconstitue de cette scène. C'était un policier qui avait été tiré à bout portant par un terroriste. Et il était dans un coma profond. Et le ministre de l'Intérieur, à l'époque Bernard Cazeneuve, me confie qu'il vient très souvent le voir, ce policier blessé, et il me propose de pouvoir le rencontrer. Je viens donc dans cet hôpital, sa famille est présente, et l'homme, le policier, est dans son lit de douleur, et bien sûr est sans réaction. Et nous passons de longues minutes, je lui tiens la main et je lui fais passer autant de messages que possible. Je veux croire qu'il les entend. Et ensuite, quelques semaines après, j'ai su qu'il était sorti de son coma et qu'il avait commencé à être accompagné dans sa nouvelle vie. Je l'ai revu plus tard et j'ai toujours cette lucidité. C'était très important de témoigner sans caméra, sans aucune présence médiatique, de l'affection et du soutien à ce policier blessé. Mais c'est quand même la médecine qui l'a remis sur pied. Et je veux dissiper tout malentendu. Et je n'ai aucun pouvoir surnaturel. Les pouvoirs naturels suffisent largement. Mais en même temps, alors, vous savez combien ça vous a été reproché, ce genre de parole, dire voilà, vous êtes trop distant, vous avez trop d'humour, vous êtes trop normal, vous n'avez pas ce masque mitterrandien, par exemple, qui en imposait. Avec le recul, vous regrettez d'avoir été trop amusant, amusé? Non, non, je ne regrette pas d'avoir été humain quand il le fallait. Parce que ce n'est pas simplement l'humour, c'est l'humain qui doit transparaître. Et il faut de la proximité qui soit du respect. Et qui ne soit pas simplement de l'automaticité ou du pouvoir tactile que l'on peut avoir à l'égard de ses semblables. Sur la distance, elle est nécessaire parfois. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté de l'exercice du pouvoir, que ce soit pour être un président ou pour être un chef d'un gouvernement. Il faut être capable d'avoir de la hauteur sans être hautain et d'être proche sans être familier. Et donc c'est un exercice très difficile, j'en conviens, parce qu'il faut toujours avoir cette double attitude de fermeté, d'autorité et en même temps d'humanité. La machine qui vous échappe, on a tous souvenir sur Internet, etc., ces photos devenant virales de vous qui portent un chapka, la photo avec le casque de scooter, etc. Comment est-ce qu'on arrête ça? Est-ce qu'on peut l'arrêter d'abord? Non, non, je pense que c'est inarrêtable. Je suis sans doute, 2012 élu président de la République, l'acteur et le témoin de cette révolution. Mon prédécesseur Nicolas Sarkozy avait aussi à en connaître les réseaux sociaux, etc. Mais, disons, les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui sont les années où les réseaux sociaux ont pris une importance considérable. Je vais prendre un exemple, puisque ça me fait sourire encore aujourd'hui. Je vais au Kazakhstan, visite là aussi officielle. Le président de la République française pense toujours qu'il est le chef du commerce extérieur, donc essaye de nouer autant de contrats qu'il est possible. Vous avez raté avec la Suisse, parenthèse, avec le Rafale, pour l'instant. Je suis là pour ça. Donc j'arrive dans le bureau du président Nazarbayev, qui en plus pouvait être utile pour une médiation me permettant de voir Poutine et de préparer le règlement de l'Ukraine, et seul dans son bureau, et il me fait un présent. Il me dit, voyez, je vous donne ce qu'il y a de plus beau dans la culture kazakh, c'est-à-dire une tenue et une chapka. Et il me dit, vous me feriez grand plaisir et grand honneur de la revêtir. Je peux le vexer en lui disant, non, non, écoutez,
n'ai pas pour l'instant souffrir de la chaleur donc, ou du froid, donc je n'ai pas besoin de... Bon, mais je lui fais plaisir. Et il me dit, mais j'ai mon photographe officiel qui est là, mais ça restera dans les archives de la présidence. Et puis, quelques heures après, bien sûr, et je peux comprendre l'attitude, parce que pour eux, c'est un sujet de fierté. Et après, les réseaux sociaux utilisent cette image qui est encore visible. Si vous prenez vos portables, vous pourrez la retrouver. Mais on a plein d'images comme ça dans le passé. François Mitterrand en tenue africaine, Jacques Chirac en boubou, même le général de Gaulle était dans ces tenues-là. Ça fait partie... Les colliers de fleurs. Les colliers de fleurs, ça fait partie de ce que l'on doit faire. Sauf qu'avant, c'était une photographie qui pouvait être contrôlée, regardée, et qui était dans la presse et qui n'en sortait pas. Aujourd'hui, elle est devenue virale, c'est ça. Bon, il faut vivre avec ça. Et ce qui a... Bon, là, c'est la partie plutôt, j'allais dire, amusante. Mais lorsqu'il y a des photos, on en connaît, qui peuvent être plus difficiles ou qui peuvent être sorties de leur contexte, tout ça fait effectivement du bruit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie politique est marquée davantage par les incidents, par les polémiques, par les débats incessants que les chaînes d'information, bien sûr, continuent de charrier, que par le sens même de l'action. Les anecdotes infimes, la cravate, le nœud de cravate, Dieu sait si ça a pris chez vous. Je regarde votre nœud de cravate, voilà. Est-ce qu'il est droit? Vous savez à quel point ça a pris une... Mais bien sûr, je donne aussi cet exemple-là dans le livre. Vous devez d'ailleurs souvent regarder le président de la République française, il y en a eu beaucoup, qui attend un chef d'État étranger. Donc il est sur le perron de l'Élysée et il attend. Le chef d'État étranger met quelques minutes à venir et donc vous êtes là et il y a sur le côté une vingtaine de photographes qui eux-mêmes attendent. Donc vous êtes là, vous mettez votre costume, votre cravate est un peu de côté, vous baissez la tête. Autant de photos. Et de photos qui vont être ensuite utilisées comme on veut. Donc la seule attitude possible est de rester comme ça, impassible, presque momifié, en attendant qu'un chef d'État veuille bien entrer dans la cour de l'Élysée. Et je donnais cette anecdote, puisqu'on est dans... Il y a une personne qui parce que l'Élysée, c'est pas en pleine nature, donc c'est en face, il y a des appartements, et il y avait au deuxième étage, en face donc du perron de l'Élysée, un couple qui me faisait des signes chaque fois que j'étais sur le perron. Et donc, ne pas y répondre, vous pouvez apparaître impoli, mais y répondre tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a à faire des signes, tout ça? Bon, voilà, donc, là aussi, avant, ça ne se produisait pas. Aujourd'hui, donc, tout geste, tout acte, toute familiarité, tout de suite, est saisi. Et peut être au discrédit même de la fonction. Or, on a besoin du respect lié à la fonction. Donc, comment être naturel, comment être dans le respect de la fonction exercée, tout ça, et ça fait partie de la démocratie. Et le risque, c'est que finalement, les populistes, eux, ne s'embarrassent pas de ces fioritures. Vous voulez dire, on ne respecte plus personne? C'est le risque, et il faut être respecté. La démocratie exige le respect des fonctions, des personnes. On peut critiquer, des fonctions, c'est essentiel. Vous faites le portrait de chefs d'État qui sont allés très loin dans l'hyper-communication. Obama, il n'est pas très sympathique dans votre livre. Hein, parce qu'alors, oui, en dehors, il est sympathique, en privé, non. Le président Obama, pour lequel nous avons tous grande estime et même une admiration pour ce qu'il a été capable de faire, est un homme qui, comme tout président américain, a placé la communication au cœur de son action. Et donc il est très empathique quand vous le voyez avec les autres, mais beaucoup plus sérieux, dur même dans la discussion, souvent didactique dans ses démonstrations, quand vous êtes en privé. Mais il faut aussi accepter, pas un dédoublement de personnalité, mais il y a un jeu médiatique et puis il y a aussi la réalité du pouvoir. Vladimir Poutine, lui, ne fait pas la distinction. Je recommande à tout le monde de lire votre livre parce qu'effectivement, il y a des scènes avec Poutine, par exemple, qui sont assez extraordinaires. Il vous a impressionné, Poutine? Il y a un rapport de force qui s'est créé. Oui, c'est un homme qui n'est que rapport de force. Il faut aussi bien l'avoir à l'esprit.
toute faiblesse de nos démocraties sera utilisée par la Russie. Et donc si les alliances telles que nous les connaissons, l'Alliance Atlantique notamment, vient affaiblir, si nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités internationales, on l'a vu en Syrie, au Moyen-Orient, si nous laissons un lâcher-prise à l'est de l'Europe, Vladimir Poutine avancera. Aujourd'hui, quand on dit que les Russes sont tellement actifs, jouent tellement de rôle dans les élections en Occident, etc., vous y croyez ou c'est exagéré? Il y a une part de réalité. Vous avez vu un certain nombre d'incidents se produire, de piratage. En France, je n'ai pas eu de preuves matérielles, notamment pour l'élection de 2017. Mais ce qui est vrai, c'est que Vladimir Poutine est en lien avec toutes les extrêmes droites européennes. Il faut l'avoir à l'esprit, parce que ce n'est pas le régime soviétique. Il y a des éléments qui peuvent apparaître en continuité, mais sur le plan idéologique, non. Donc toutes les extrêmes droites sont en lien avec Vladimir Poutine, et l'extrême droite française, la première. Mais est-ce que vous avez senti ce moment où eux, quand je dis eux, c'est les Hongrois, les nationalistes, Poutine, etc., incarnent une forme de dynamisme, alors que vous, les sociodémocrates européens, vous étiez un peu poussés dans les cordes? Madame Merkel, vous? Mais parce que nous ne sommes pas dans le même registre. Quelle est la différence entre un pouvoir qui n'a pas à craindre les élections et une démocratie qui vit des élections? C'est que celui qui est dans la situation de penser qu'il sera encore là dans 10 ans et dans 20 ans vous regarde comme un précaire. Parce qu'il sait que vous aurez à un moment des rendez-vous électoraux. C'est quand même un sujet très important pour les démocraties. Parce qu'elles doivent être d'autant plus fortes qu'elles savent qu'elles ont des rendez-vous avec les peuples qui peuvent effectivement conduire à des changements. Il faut aussi qu'il y ait une forme de continuité dans l'action politique, de manière à ce que, quand il se produit un changement de président ou un changement de Premier ministre dans d'autres pays, il puisse y avoir une continuité. Jusqu'où va le rapport de force? Vous vous rappelez la scène rapportée, où Poutine terrifie Sarkozy en lui disant « ton pays il est comme ça, mon pays il est comme ça », et on dit que quand Sarkozy avait l'air ivre, c'est qu'il était complètement affolé par ce coup qu'avait fait Poutine. Vous avez vécu des moments de tension aussi grands? Oui, parce que Vladimir Poutine passe d'un registre à un autre très rapidement, donc de la sympathie, de la familiarité, de la camaraderie. Il vous offre une lettre de Napoléon. Voilà, il a des gestes, même, il a des gestes qu'il a eus vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de Madame Merkel. Et puis, à un moment, il va être d'une dureté assez inattendue. Je me souviens notamment d'un passage où j'étais au Kremlin et, parlant de ce qui se passait en Syrie, me rappelait la guerre d'Algérie. En disant, vous avez eu à connaître le terrorisme. C'est pas du tout comparable. L'Algérie... les Algériens se battaient pour leur indépendance. Bon. Donc il y a une forme de raccourci, une forme de provocation parfois, puis après il revient dans le registre précédent. Donc voilà, c'est possible, je n'étais pas là ce jour-là entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine, mais il est possible qu'il y ait eu un moment de dureté, mais il faut s'y préparer. Et je pense que Nicolas Sarkozy avait dû s'y préparer. La part d'improvisation et la part de préparation. Vous disiez certains de vos meilleurs discours, c'était les discours improvisés. Oui, un président de la République fait beaucoup de discours, peut-être trop de discours. Et même les plus beaux finissent par se perdre. Vous aviez des plumes, pardon? Oui, il y a toujours des personnes qui vous préparent des éléments, mais moi j'étais très attentif au discours parce que je pense que c'est aussi des actes politiques et des écrits qui restent. Mais trop de discours parce qu'à la fin, ce n'est pas forcément ce qui est retenu. J'utilise toujours cette comparaison. Celui qui ne fait pas de discours, c'est Donald Trump. Il ne fait pas de discours, il fait des tweets. Mais mais il est allé lui aussi jusqu'au bout d'une certaine logique dans ce monde tel que nous le connaissons. Le discours, il faut qu'il fasse une demi-heure, 3/4 d'heure, qu'il ait du souffle, de la verve, des références, qui produisent son effet. Mais aujourd'hui, le temps de la communication est beaucoup plus court. On retiendra d'un discours une phrase. Donc, lui est allé jusqu'au bout. Pourquoi aller faire des discours? Un tweet suffit. Et le tweet, il en fait 2 fois par jour.
Parfois, ça peut même être une troisième fois, quand il a eu plus d'imagination, ce dont on doit tout craindre d'ailleurs. Donc voilà, il a réussi à subvertir le système par ce mode de communication. Donc là aussi, pour la presse, très important qu'on puisse valoriser les discours qui sont faits. Vous êtes très fort pour la vacherie. Hein. Quand vous envoyez des vacheries quand même comme ça me frappe beaucoup. Je vous ai interviewé à Paris il y a quelques jours et vous me disiez j'ai raisonné les Suisses, j'ai fait raisonner les Suisses, c'est très difficile. Et comme je suis un Suisse un peu lent, j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, est-ce qu'il n'a pas dit une vacherie? Et puis tout à coup, on était déjà passé au sujet suivant, voilà. Ne me fâchez pas avec les Suisses, il doit y en avoir beaucoup dans la salle, donc non. Ça vous fait jubiler, franchement. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne menace pas un pays. C'est ça que je voulais dire. Et je ne voulais pas, vis-à-vis de la Suisse, avec laquelle on avait un certain nombre de dossiers sensibles, être dans la pression ou dans la menace. Donc je pensais qu'on pouvait y arriver après une bonne discussion, ce qui a été le cas. Je vous posais la question parce que vous savez ce qu'on dit de vous. On dit, beaucoup disent, il a l'air si gentil, il est méchant. Mais on dit ça à tous les politiques. Hein. Oui. On dit, finalement, les gentils seraient des faux gentils. Ce que je peux vous assurer, c'est que les méchants sont des vrais méchants. Il y a un côté méchant chez vous? Moi, je pense que, hélas, c'est ainsi. Hein. Être président de la République, c'est à un moment être dur. Dur avec ses proches, dur avec les citoyens quand il y a une décision à prendre, dur, forcément, lorsqu'il s'agit de faire une intervention extérieure et de porter la mort. Donc oui, bien sûr, il ne faut pas être méchant au sens où il s'agirait simplement de se venger. C'est un très mauvais sentiment. Mais il faut être dur à l'égard de ceux qui nous attaquent. Et moi, j'ai vécu une telle situation avec des terroristes islamistes qui voulaient nous détruire, qu'il fallait être à la hauteur de cette confrontation. La page dans votre livre où vous ordonnez qu'on abatte un djihadiste en territoire syrien, n'est-ce pas? Non. C'est en Irak? Je ne peux pas le dire, mais c'était... Et vous décrivez vraiment la scène où voilà, vous discutez, vous vérifiez qu'il n'y a personne dans la maison d'autre que lui, etc. Mais vous en parlez avec beaucoup de franchise. Hein. Beaucoup de présidents avant vous refusaient d'entrer là-dedans. Mitterrand y est toujours, par exemple, quand il y a ces opérations où on ordonne de tuer quelqu'un. Oui, parce que c'est des choses qui doivent rester secrètes, et c'est pour ça que je ne révèle rien. Mais enfin, vous révélez quand même que vous l'avez fait. À un moment, quand il s'agit de neutraliser, comme disent les militaires, bon, un terroriste dont on sait parfaitement où il est et ce qu'il prépare, il faut prendre une précaution, c'est pour ça que j'ai voulu le dire dans le livre, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucune victime collatérale. Parce que s'il y a des victimes civiles, à ce moment-là, vous voyez ce que les terroristes peuvent faire de cet incident. Vous avez aimé être chef de guerre? Non, je ne peux pas dire que le mot corresponde, mais je me suis mis complètement dans cette responsabilité. Parce que c'est trop important de décider de la vie, de la mort. Quand il y a eu la nécessité d'intervenir au Mali, il fallait prendre la décision tout de suite. Les colonnes des terroristes fondaient vers Bamako, et je savais qu'il fallait donc intervenir vite, et que les premiers soldats, en l'occurrence c'était des pilotes, exposeraient leur vie. Et d'ailleurs, quelques heures après, un pilote du nom de Damien Boiteux est mort, alors même que j'avais pris cette décision. Et c'est une très lourde responsabilité, après, de voir les familles de ces soldats qui se sont dévoués, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà pourquoi c'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. On ne peut pas faire intervenir des forces armées, des forces sur des terrains extérieurs, sans avoir toujours cette pensée pour les hommes en question et pour leurs familles. Dans nos souvenirs, il y a deux François Hollande. Il y a ce François Hollande très très digne lors des attentats, Charlie Hebdo, les autres, etc., le Bataclan. Et puis il y a l'autre François Hollande qui est apparu parfois ridicule, l'affaire Leonarda par exemple. Voilà. Comment est-ce qu'on s'en fait dans une histoire? Vous savez ce que beaucoup de gens ont ressenti quand vous arrivez devant la télévision en parlant à Leonarda, on se dit mais comment il se met dans un guêpier pareil? Mais c'est là où le système d'information est bouleversé. Je n'ai jamais dialogué avec Leonarda. J'ai fait une déclaration à la télévision pour dire qu'on ne pouvait pas faire revenir la famille de cette jeune fille. Cette jeune fille avait été
reconduite à la frontière alors qu'elle était dans un déplacement scolaire, ce qui n'était pas autorisé. Donc c'est vrai qu'elle pouvait avoir des droits. Donc je dis, il n'est pas question de faire revenir sa famille, mais la jeune fille peut reprendre sa scolarité. Enfin, vous étiez piégé, là. Il vous a répondu ensuite, non, mais j'étais, etc. Non, mais c'est pour ça que je fais cette déclaration. Ouais. Les chaînes d'information, parallèlement, sur le lieu où était cette jeune fille, lui demandent sa réaction. Ce qui fait que vous avez ces deux images qui arrivent, ce qui est normal. Séparées. C'est normal d'un point de vue journalistique, mais séparées l'une de l'autre. C'est pas le président de la République française qui discute avec une jeune fille. C'est deux images séparées, mais qui deviennent finalement un dialogue. Et ce qui fait qu'effectivement, il peut y avoir un sentiment que le président de la République n'est pas dans sa responsabilité. Ce point-là, vous le regrettez, par exemple? Ça, c'est des moments que vous regrettez? Je crois que je n'aurais pas dû moi-même m'exprimer à la télévision et que ça aurait dû être le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Mais il se trouvait qu'à cette époque, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur n'étaient pas d'accord sur la formule qu'il fallait choisir. Les fausses nouvelles, les vraies fausses nouvelles que vous ayez à subir, quel est l'exemple pour vous? Vraiment, c'était faux. Pas où c'était vaguement tordu, mais où c'était faux. Le problème des fausses nouvelles, c'est qu'il y a toujours une toute petite part qui peut avoir un début de réalité. C'est ensuite tout à fait faux. Mais moi, je n'ai pas été confronté vraiment à une fausse nouvelle qui se serait répandue et qui aurait exigé que j'y réponde. C'est plutôt sur des événements personnels ou familiaux, des choses qui courent et que vous ne pouvez pas empêcher, mais c'est très désagréable. Parce que dès que vous avez des informations fausses sur votre famille, vos enfants, c'est insupportable. Bon, mais là aussi, c'est un sujet que les démocraties doivent avoir, c'est que le droit à l'intimité vaut pour tous, y compris pour les chefs de gouvernement et les chefs d'État. Est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce qu'il y a plus de fausses nouvelles que dans le passé? Il y en avait tellement dans le passé, il y en a beaucoup. Avant, la fausse nouvelle pouvait être portée par un organe de presse. Et quand un organe de presse commettait cette erreur, il le payait au double sens du terme, d'abord sur le plan déontologique, puisque ses lecteurs avaient été trompés, et le payait aussi parce qu'il y avait des recours qui pouvaient être faits. Mais aujourd'hui, la fausse nouvelle, c'est sur les réseaux sociaux, où on dit des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui a commencé? Ça n'a même pas d'origine, c'est une délation qui court. Alors là, il y en a plein. Ça, c'est sur les fake news, si on veut. Mais ce n'est pas possible d'aller chercher l'origine même du mensonge ou de la déformation ou de la désinformation. Et là aussi, les populistes peuvent, comme les extrêmes, comme des États étrangers, peuvent jouer de ces fausses nouvelles. Vous m'avez dit une chose très frappante. La société a changé. Vous avez vécu vraiment, avec les attentats, avec tout ce qui a suivi, une société qui changeait, et notamment une société où l'humour a disparu. Non, l'humour n'a pas disparu, mais il n'est pas forcément bien compris. C'est-à-dire que ce qui fait comme le génie humain, c'est d'être capable, y compris dans des circonstances difficiles, de sourire sur nous-mêmes. L'humour devant toujours commencer par soi-même. Tous les grands politiques ont manié l'humour avec grand talent. Churchill, De Gaulle, Clémenceau. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que ça devient de l'anecdote. Or, je pense qu'il faut sortir de l'anecdote. Ou de la dérision. Ou de la dérision. La dérision étant finalement de penser que rien n'est important. Si, des valeurs sont importantes. La vie est importante. Le respect de l'être humain, c'est important. Donc, voilà, il faut manier l'humour, mais avec beaucoup de précautions. D'autant que des images peuvent être coupées et que ce qui est un bon mot devient finalement presque une erreur. Ça m'est arrivé parfois de voir un discours, je n'étais pas président, que j'avais fait avec un trait d'humour, être finalement mal compris, même y compris par moi, parce que le passage avait été écourté. Parce que dans l'humour, c'est quand même la chute qui compte. Le livre marche bien. Combien d'exemplaires, là? Après mon déplacement ici, non. Le livre, oui, mais je savais qu'un livre d'un ancien président vous étiez modeste, aurait là. toujours... Vous étiez si sûr que ça, oui?
Oui, oui, j'en étais sûr. Parce qu'il y a la part de personnes qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas partagé mes convictions, qui ont pu être critiques. Il y a toujours une envie de lire ce qu'un président a pu connaître comme situation, comme rencontre, comme émotion, et qu'il en a pu tirer des leçons qui peuvent être utiles, y compris pour mes successeurs futurs. Donc, après, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est de voir autant de personnes venir à ces séances de dédicace pour me parler, pour me confier leur gratitude, souvent, leur inquiétude, parfois, et leur impression. Et beaucoup sont venus me voir en me disant plusieurs choses, et en me disant, quand même, les médias ne vous ont pas bien traité. Je ne dis pas ça pour vous, mais les médias suisses ayant été très favorables à ma politique. Mais comme si, et c'est intéressant à relever, comme si les citoyens essayaient de se mettre en autonomie par rapport aux médias, en disant non, non, nous on avait notre propre jugement. Et on pense maintenant que vous avez fait des choix qui correspondaient à nos attentes. L'opinion a changé sur vous? Oui, oui, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle m'a amusé, je crois que je vous l'ai déjà confié. Une dame m'arrête dans la rue, à Paris, hein, et elle me dit « Oh là 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 là, monsieur Hollande, je vous regrette, je vous regrette, je vous regrette. » Ça aurait pu s'arrêter là. Mais elle me dit « Qu'est-ce que je vous ai détesté pendant 5 ans ?» Et j'ai trouvé que c'était sincère. C'est-à-dire, bien sûr qu'on critique le président, je ne parle pas simplement de moi, quand il est président. Puis après, on fait des comparaisons, après on fait un effort de jugement, y compris par rapport au livre. On essaie de comprendre finalement le sens d'une action. Ce qui est très difficile par des discours ou des expressions du président, c'est que dès lors qu'on est dans des feuilletons presque quotidiens, comment arriver à donner le sens d'une politique, l'orientation que l'on suit, la cohérence qui est la nôtre, la vision d'une société ou du monde? C'est très difficile. Alors, il faut quelquefois un peu de temps, un peu de recul, et à ce moment-là, le jugement s'éclaire. Giscard d'Estaing dit que pendant des mois, il n'a pas lu la presse après ça, son échec. Hein. Vous n'avez pas du tout vécu ça, vous? Pas de baby blues, pas de... J'avais su que Giscard d'Estaing avait eu cette attitude à un moment de dire, voilà, je préfère ne rien savoir. Mais aujourd'hui, comment faire pour ne rien savoir? Vous prenez votre portable et déjà, vous avez 5 alertes qui vous préviennent de ce qui se passe. Non, je pense que c'est devenu impossible. Chirac s'était mis très en retrait. Il n'était pas bien, mais enfin... Oui. Bon, mais vous êtes là, hein, vous parlez beaucoup, vous êtes très actif, vous voyez tout de suite. C'est une hygiène de pensée? Non, non, je ne veux pas du tout apparaître comme pris par je ne sais quelle addiction qui ferait que après le pouvoir, il faudrait forcément avoir au moins celui de la parole. Non, non, j'essaye d'être plutôt retenu. Mais je n'ai pas quitté la vie politique au sens comment quitter le monde. Moi, je ne me suis pas engagé simplement pour exercer le pouvoir. Bien sûr que c'était sans doute une ambition que je portais. Mais moi, mon engagement, c'est quand même d'éviter que le monde prenne de mauvaises décisions, ne court à sa perte, que l'humanité puisse être altérée. Est-ce qu'on se dit « je reviendrai » ? Il ne faut surtout pas se le dire. On le pense? On peut parfois le penser, mais mieux vaut pas le dire. Vous le pensez quand? En vous rasant? Vous le pensez... Ça, c'est une vieille formule. Ouais. On peut la rafraîchir. À quel moment, alors? Non, jamais. Bon, bien sûr que vous y pensez. Non, non. Quel âge avez-vous? On ne le demande plus à partir d'un certain âge. J'ai 64 ans et vous voyez... C'est l'âge de recommencer, non? Non, non, c'est l'âge d'être sage. Il y a des présidents comme Giscard qui sont repartis depuis le début. Hein. Ah oui. La Corrèze, ils ne sont pas allés loin. Mais enfin, ils ont essayé. Oui, mais essayé. Vous n'avez pas envie d'essayer. Le quinquennat va créer beaucoup d'anciens présidents. Ouais. Bon. Valéry Giscard d'Estaing avait quitté très tôt le pouvoir. Il devait avoir 54 ans. Bon. Mais franchement, si on regarde la carte, à gauche, il n'y a pas grand monde. Non, franchement. Faisons-la. Si on prend un papier, on commence à faire une carte. Quoi. Mais justement, qu'est-ce qui fait que j'ai beaucoup de plaisir en ce moment vous êtes libre. à rencontrer? Oui, c'est la liberté. Et c'est le désintérêt. Si je venais voir mes compatriotes avec cette idée obsédante du retour, ils ne me regarderaient pas de la même manière. Je préfère qu'ils me disent on
vous regrettent ou quand est-ce que vous revenez, plutôt que ce soit moi qui leur dise j'arrive. Donc je préfère cette situation. Et en plus, elle est sincère, elle est authentique, ce qui me permettra de ne pas avoir d'illusions perdues. Le moment où on dira reviens, ou certains diront reviens. Peut-être il n'arrivera jamais, peut-être même s'il venait, je serais libre de ma propre décision. Il n'y a pas de nostalgie? Non, il ne faut pas avoir de nostalgie. C'est tellement extraordinaire, exceptionnel de diriger un grand pays comme la France. Parce que vous l'avez rappelé, la France, c'est une des nations qui compte au monde, qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, qui a l'arme de dissuasion, qui a une capacité de pouvoir exprimer une position à l'échelle de la planète universelle, de faire des grands accords comme on l'a fait sur le climat. Donc c'est pour ça que la France, la francophonie a une place particulière. C'est pour ça que aussi vous, Suisses, tout en étant très attachés à votre souveraineté, à votre identité et à votre capacité à produire de l'excellence, vous aimez la France pour ce qu'elle peut apporter. Dans le livre de Davet et l'homme, il y a ces moments très frappants où on dit « Ah, mais t'as pas réussi ça, t'as été ridicule, etc. » Et vous dites un peu en souriant « Oui, moi j'ai été élu président quand même. » Oui, je pense que chaque président peut se dire ça. Ouais. On n'a pas tout réussi. C'est un destin, ça. Mais on a exercé cette responsabilité éminente. Et en soi, c'est un honneur qu'on ne pourra jamais effacer. Vous êtes confronté à tous les prédécesseurs. Le plus intelligent, c'était qui? Vous allez me fâcher, je ne vais parler que des personnes disparues. Moi, celui que j'ai connu et qui était impressionnant était François Mitterrand, parce qu'il savait ne pas parler. Et vous savez, le silence, on dit le silence est d'or, mais c'est vrai. Et donc il était capable de ne pas donner son sentiment et d'écouter. Il y a une photo extraordinaire à Château-Chinon. Hein. Vous êtes un peu en retrait là, vous l'observez de côté. Et quand il parlait, il avait un talent et il avait une verve et de l'humour, beaucoup d'humour. Mais ce temps-là aussi est fini. Le temps de la communication, donc François Mitterrand avait un conseiller qui s'appelait Jacques Pilan, qui est après devenu aussi le conseiller de Jacques Chirac. Mais son conseiller, donc Pilan, lui disait tout se passe à la télévision. Donc François Mitterrand intervenait, comme d'ailleurs après Jacques Chirac, très rarement, mais à la télévision et puissamment. Mais ce temps-là est fini. Aujourd'hui, le président, je l'ai été. On ne peut plus arrêter une affaire. Oui, on ne peut plus dire la présidente parle, c'est fini. C'est fini. Le président, il parle tous les jours. Donc le temps où on avait une puissance par le vecteur utilisé, la télévision, et par la force de la parole présidentielle, ce temps-là est fini. On est dans le temps où il y a une profusion. Trop. Je crois que c'est ça qui nous coûte. C'est pour ça que les démocraties s'usent beaucoup plus rapidement. En tout cas, les représentants de la démocratie. L'affaire d'après, c'est quoi la prochaine étape pour vous? C'est justement qu'il n'y a pas de prochaine étape. Donc, c'est que tout s'invente, tout se construit. On dit souvent que les présidents avaient une sorte de rôle dans la famille. Il y avait le tonton, le père, De Gaulle, c'était le père, etc. Vous, dans la famille, vous auriez été qui? J'ai été père quand même de famille. Oui. Non, je pense que je suis... Il y a le tonton blagueur, il y a qui va... Vous auriez été dans quel rôle? Non, je me méfie des tontons blagueurs, vous savez. Comme des tontons flingueurs, il y en a suffisamment. Non, je ne suis pas un tonton. Même si Mitterrand avait eu ce surnom. Non, je pense que pour beaucoup, je suis un père, c'est difficile, mais un grand frère, je pense. Et j'attache d'ailleurs beaucoup d'importance à la fraternité. Les journalistes ont ce tic affreusement malsain. Vous savez, ils posent qu'est-ce qu'on dira de vous plus tard. En général, c'est les vieux. On garde ça pour la nécro. Vous savez, on garde des minutes pour la. Je ne veux pas vous le faire. Vous êtes très jeune, mais qu'est-ce que voilà, nous sommes tous ici de pauvres anonymes. Vous resterez quand même dans les manuels. Voilà, dans 100 ans, vous serez dans la liste. Quand j'étais gamin, je regardais le Larousse avec la liste des chefs d'État. Vous serez là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans... Ce que me disent déjà beaucoup de mes compatriotes, c'est que j'ai été là au moment des attentats et que pour eux, ça a été une période où j'ai pu les rassurer, où j'ai pu les protéger. Et vous parliez des discours improvisés. Bien sûr que rien n'est écrit quand il s'agit de s'adresser à la nation à minuit ou 1h du matin, quand il y a des morts que nous
relevons au Bataclan et sur les terrasses. Voilà, ce qu'on retiendra de François Hollande, c'est qu'il a été le président qui a permis à la France de tenir bon. Ça m'a touché dans vos locaux la présence de Charlie Hebdo, des seins de Cabu, etc. Bon, chez les politiciens, il y a toujours une part de feinte, de méchanceté, vous en parlez tout à l'heure. Et il y a des moments de sincérité. Là, vous avez été ému vraiment. Oui, parce que je connaissais les journalistes de Charlie Hebdo. Et donc, quand ils sont morts assassinés, j'avais en mémoire une visite qu'ils avaient faite à l'Élysée pour m'exprimer toutes les difficultés qu'avait le journal. Donc c'était Cabu, il y avait Bernard Maris qui était notamment là, et il me disait que le journal avait énormément de difficultés, donc on cherchait des solutions pour son financement. Et puis quelques semaines après, ils étaient tués, assassinés, comme vous le savez, par les 2 terroristes. Et Cabu était venu me voir quelques jours avant pour faire justement un reportage sur l'humour et la caricature. Et donc, savoir qu'il est mort pour cette liberté-là, forcément, me touchait au plus profond. Et je dis souvent quelle est l'image que je retiens de mon quinquennat, l'image qui m'a rendu le plus fier, c'est cette manifestation à Paris avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la planète, venus le 11 janvier pour défiler pour la liberté. Et c'était extrêmement émouvant parce qu'il y avait là des chefs d'État ou de gouvernement ou des présidents d'autorité qui ne se parlaient pas. Il y avait Netanyahou et Mahmoud Abbas, il y avait des régimes de toute nature, et ils étaient là. Et Netanyahou pensait que le boulevard sur lequel nous étions avait été totalement sécurisé. Il l'était, heureusement. Mais jamais nous n'aurions pu autoriser une manifestation de chefs d'État et de gouvernement dans le contexte terroriste. Et pourtant, ça a eu lieu. Donc ça, c'est un souvenir inoubliable. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. Merci à vous. On a fait l'horaire. On a tenu, hein.